Et c'est l'heure du débat donc de Direct Gestion. Je suis en compagnie de Médéric de Vasselot, président de Prime Finance. Alors on va revenir sur l'évolution des marchés actions. On a vu la semaine dernière, plusieurs séances quand même un petit peu chaotiques sur ces marchés. On dit souvent que la fin de l'année, c'est le moment du rallye. On a souvent un rallye de fin d'année. Alors c'est peut-être pas encore le moment, peut-être que c'est un petit peu encore prématuré. Ça se joue souvent sur les 10 derniers jours de l'année. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on l'annonce depuis le début décembre. Et puis on a vu les élections anticipées en Grèce, cette chute du pétrole. Finalement, plein de facteurs qui ont fait que les indices, en tout cas le CAC 40 a fortement chuté. Bon, il s'est repris là, la dernière séance, mais bon, des séances quand même chaotiques sur les indices et donc une nervosité, on en a parlé, un retour de la volatilité. Est-ce que vous pensez là, juste pour donner un petit peu des perspectives, est-ce que vous pensez qu'on va quand même revenir sur une hausse de l'indice parisien? On a vu donc cette hausse hier et peut-être un rallye de fin d'année quand même. Alors je vous avouerai humblement que je faisais partie des gérants qui envisageaient au 1er décembre ou dans les derniers jours de novembre, que le mois de décembre allait être relativement tranquille et qu'on aurait, si ce n'était pas un rallye, une stabilisation d'une situation qui a été acquise pendant l'année. Il faut savoir faire amende honorable à ce genre de choses. Et là, vous me posez avec 15 jours de plus la question pour savoir si dans les 15 jours qui suivent, on va avoir un rallye ou pas. Je vous réponds que j'ai la conviction qu'on va rester dans un marché qui va être heurté. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre ces derniers 15 jours avec une certaine forme de sérénité. Alors Madame Yellen vient d'annoncer hier soir qu'elle ne remonterait pas assez tôt, il faudrait être patient. On voit que M. Poutine en Russie fait tout pour essayer de calmer la situation. L'Union européenne se réunit aujourd'hui. On va tout faire pour ne pas augmenter les sanctions. Donc, il y a des facteurs d'apaisement, mais là, quant à dire qu'il va y avoir un rallye, je pense qu'on restera en tout cas dans quelque chose qui est heurté. Il y a un événement, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que on est dans une situation où on a des taux, tout le monde le sait, on a des taux qui sont extrêmement bas, qui sont historiquement très 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 bas. On a donc le LOAT 10 ans donc, qui est sous les 1%, le Bund également qui est à 0,6, voilà, on est très bas. Des niveaux qu'on n'a jamais connus, c'est exceptionnel. En face de ça, on a une abondance de liquidités qu'on n'a jamais connue. C'est-à-dire que même quand le Japon, qui nous a précédés, a injecté des liquidités, c'était à la hauteur du Japon. Là, c'est les États-Unis qui s'y sont mis. Alors même s'ils ont arrêté, il y a la BCE qui va continuer, et le Japon la BCE qui va emboîter le pas, et le Japon qui va continuer. Donc des masses de liquidités comme ça, je pense qu'historiquement, en valeur absolue, on n'a jamais connu ça. Donc, c'est un contexte ultra favorable au marché action, ça. Alors, vous le déclinez comme ça, moi je le décline d'une façon qui va dans ce sens-là, mais qui est complémentaire. C'est-à-dire, on a une masse de liquidité qui est colossale, avec un prix de l'argent qui est dérisoire. L'argent ne vaut plus rien. Je fais une simplification. L'argent ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de racheter votre compagnie, je dis, je la rachète. L'argent n'a pas de prix. On est soumis à une situation qui est exceptionnelle, dans laquelle la valeur des choses n'a plus de référentiel. On s'est mis dans une situation d'instabilité totale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur des critères qui sont autres que purement financiers, un actif peut valoir 100 ou 0. Donc on s'est mis dans un contexte d'instabilité extrême. Et je pense que tant qu'on sera avec des niveaux de taux très bas, ça peut être très favorable au marché action, mais que des corrections brutales
vont pouvoir arriver structurellement. Finalement, donc cette possible remontée des taux, on va dire après le mois d'avril des taux américains, ça pourrait donc avoir un impact négatif et donc une deuxième partie de l'année pas forcément favorable aux actions. Moi, ce que je crois, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y aura pas de remontée brutale des taux. Oui, bien sûr. Ça, on peut, dans le contexte d'aujourd'hui, prendre ça comme hypothèse. Donc, pas de remontée brutale des taux, c'est favorable au marché action. Il faut être investi sur le marché action. Vous ne pensez pas que c'est déjà dans les cours, tout ce dont on parle, le fait de dire voilà, la Fed va remonter ses taux, c'est pas tout de suite, ce sera à partir de la deuxième partie de l'année. Là, les investisseurs l'ont déjà anticipé. Bien sûr. Et si la croissance revient, et si l'inflation arrive au niveau qu'on la souhaite à 2%, tout ça, ce seront des facteurs favorables. On évoquait tout à l'heure le prix du pétrole qui est très bas. Si on évite les dégâts collatéraux qui pourraient intervenir, c'est favorable aussi dans l'immédiat sur la croissance qui peut se développer. Donc on a des facteurs encore d'amélioration qui sont possibles, sur lesquels on est à l'état d'hypothèse et qui peuvent se concrétiser. Donc pour moi, le marché action reste le support idéal d'investissement. Il ne faut pas se priver de ce support-là. Simplement, dans le contexte d'instabilité qu'on a, on sera soumis dans l'année 2015, non pas forcément à une baisse structurelle à partir du deuxième semestre, mais dans l'année 2015, on aura des soubresauts comme on en a connu ces temps derniers. On l'a connu en octobre, on le reconnaît, on retrouve la même situation en décembre. Rien ne nous interdit de penser que pendant 2 mois, au mois de juillet-août l'année prochaine, pendant que les investisseurs seront en vacances, on ne va pas connaître le mois de juillet-août de 2011. Voilà, ça c'est mon anticipation de marché. C'est-à-dire, structurellement, on est sur un marché qui est porteur en termes d'investissement sur le marché des actions et on est dans un environnement qui est instable du fait du prix de l'argent qui reste bas et on n'est pas à l'abri de corrections brutales du marché sur une période de 1 ou 2 mois. Alors vous êtes principalement sur les indices européens. Est-ce que vous quand même vous regardez également les indices américains, les indices des pays émergents et voir un petit peu comment se comportent ces indices européens par rapport à ces autres zones géographiques et parce que voilà, les indices américains ont fortement augmenté durant toute l'année. On était sur des niveaux historiquement hauts. Alors même si on a vu un petit décrochage là récemment, ça reste quand même toujours très honorable. Et c'est vrai que les indices européens n'ont pas eu cette même croissance. Bien sûr. Est-ce que vous conseillez quand même d'aller sur ces indices américains ? Alors, je pense qu'en toute chose, il y a des retours de balancier à la moyenne. On a des rotations sectorielles entre les indices actions de la zone émergente, américains, européens, et c'est structurellement la recherche d'une surperformance en étant investi sur une classe d'actifs, mais en faisant des choix géographiques différents. Ça correspond à des économies qui ont été divergentes entre la politique monétaire accommodante des États-Unis et celle que nous on a amenée et qu'on va mener. On voit bien que il y a des complémentarités, il y a une diversification qu'il faut savoir gérer. On a des États-Unis qui sont leaders en matière de croissance et comme vous le disiez, je pense que là, en l'occurrence, les cours ont déjà intégré ce genre de choses. Alors que les cours des indices actions européens n'ont pas encore intégré la possibilité que l'Europe rattrape son retard. Oui. Donc, vous y pensez ça, vous y croyez ça, ce rattrapage? Parce qu'on ça fait longtemps qu'on en parle du rattrapage et il me dit j'y crois parce que je suis européen, oui. mais j'y crois aussi parce que sur le plan économique, comme je le disais tout à l'heure, on est toujours déçu de voir que la croissance est moins bonne que ce qu'on avait souhaité. On est déçu de voir un gouvernement pas prendre toutes les mesures qu'il devrait prendre pour assainir la situation. Et il est contraint par tout un tas de choses qui sont ses choix politiques, mais aussi l'environnement, le contexte dans lequel il est. On est déçu du niveau de chômage, etc. Mais on est bien dans une situation où la croissance elle est encore là, où la déflation elle n'est pas là, on a une inflation qui est conséquente et où on espère tous
que de manière coordonnée en Europe, on puisse lancer un plan d'investissement commun dans lequel les différents pays abondent au plan commun d'investissement et qu'on retrouve... c'est ce qui va se passer avec la commission Juncker. Voilà, tout à fait. C'est ce à quoi je faisais référence. Et là, il y a du potentiel. Donc plutôt que de toujours voir le mauvais côté, s'il y a un risque à prendre, moi j'aurais envie de le prendre sur le marché des actions européennes. Vous étiez positif fin 2013, début 2014 sur ces marchés actions pour le courant de l'année 2014? Alors j'étais positif, oui, tout à fait. Et donc là vous avez été déçu quelque part? Et quelque part je suis déçu. C'est vrai que l'ensemble des gérants du tout début de l'année étaient tous très positifs. Il y avait tous le discours, mais c'est normal, le discours de voilà, les actions vont très bien se comporter. Aujourd'hui on a encore beaucoup d'optimistes sur l'année 2015. Mais on est revenu au même niveau en fait que depuis 2014. Mais avec des événements politiques, économiques nouveaux, je pense qu'en matière de taux aussi, les surprises ont été terribles en 2014. C'est-à-dire qu'en 2013, on a dit qu'on avait fait l'essentiel du parcours. Et 2014, en tout cas la première partie de l'année 2014, ça a été quand même formidable. Donc nous, en tant que gérants, on prend nos décisions en fonction des anticipations qu'on peut avoir, mais c'est pour ça que dans OFI Prime Capastox, on est beaucoup plus, j'allais dire, cartésien et systématique, c'est-à-dire qu'on fait une analyse quantitative de l'indicateur de confiance qu'on a dans le marché, et si l'indicateur de confiance est bon, on rentre sur le marché, on s'investit à 100%. Et on n'a pas d'état d'âme par rapport aux convictions qu'on a. Et quelquefois, quand on est pris en porte-à-faux sur nos propres convictions début 2014, eh bien, notre mode de gestion, qui lui est beaucoup plus cartésien, nous fait aller plutôt dans la bonne voie. On va marquer une pause et on va revenir justement sur ces indices européens. On va aller dans le détail un petit peu justement, voir un petit peu quels sont les indices à privilégier avec vous. On sera tout de suite après la pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Direct Gestion, toujours en compagnie de Médéric Devaslo, président de Prime Finance. Et durant ces 10 dernières minutes, eh bien, nous allons parler des indices européens, évidemment sur votre fonds OFI Prime Capastox. Donc, vous allez investir sur ces indices européens. Alors, on parlait tout à l'heure du rattrapage tant espéré sur ces indices. C'est vrai que, bien, ça se fait un petit peu attendre, ce rattrapage. On n'est pas encore vraiment dans ce... On n'est pas dedans. Pardon ? On n'est pas dedans pour le moment. Voilà, on n'est pas encore dedans. C'est vrai, quand on voit l'indice américain, ça fait rêver. Alors, sur ces indices européens, aujourd'hui, quelles sont les pondérations finalement principales dans le fonds ? Alors, les pondérations aujourd'hui, c'est de l'équipondération. L'avantage, c'est que ça apporte de la diversification dans notre allocation d'actifs et ça minimise le risque du portefeuille. Donc vous allez avoir un petit peu de CAC, un petit peu de DAX, un petit peu d'Eurostoxx, d'indices suisses, espagnols. Vous allez sur d'autres indices également ? On fait uniquement les indices de la zone européenne et on les choisit pour leur représentativité en termes de positionnement industriel et économique. Donc quand on a l'Allemagne qui est représentée au travers du DAX allemand, on a les valeurs industrielles du nord de l'Europe. Mais aussi les valeurs liées au pétrole. Et les valeurs liées au pétrole aussi. Donc on a une représentativité d'une certaine forme d'économie. Quand on va avoir l'indice espagnol, on va avoir tous les efforts de restructuration économique du sud de l'Europe qui est en cours, qui est représenté par l'indice espagnol. Et selon les contextes... Quand vous allez sur l'indice parisien, vous avez quoi alors ? Sur l'indice parisien ? Oui. Eh bien, pour le moment, c'est le CAC 40. Vous voulez me faire dire quoi ? Vous dites l'indice allemand, on joue les industriels. Alors, l'espagnol, c'est la restructuration. L'indice parisien, vous jouez quoi ? On joue le cocorico bien français de la représentativité de l'économie dans laquelle nous sommes directement impliqués. Et puis, j'allais dire...
on est représentatif de ce qu'est la France en Europe. Prenez les dernières discussions qu'il y a à Bruxelles autour de ce que représente la France et vous aurez l'image de ce qu'on a en portefeuille, c'est-à-dire des efforts à faire qui ne sont pas encore concrétisés dans les faits, avec quelque part, si je prolonge votre question, par rapport à la Grèce qui a fait des efforts et qui a fait une grogne sociale qui est importante. J'ai même appris la semaine dernière qu'il y avait eu quasiment des émeutes en Suisse. Et la France dans laquelle on renonce à l'austérité à tout va. Donc, la France, l'indice français représente ce genre de politique dans l'ensemble de la représentation européenne. Alors, parler de l'indice suisse, c'est le bon élève, l'indice suisse, Alors, c'est le bon élève, sans doute, mais en plus, ça a une représentation assez différente. Parce que l'indice suisse, il va être adossé à des valeurs financières ou à des valeurs pharmaceutiques. Il est beaucoup plus concentré en matière de nombre de valeurs qui le composent. Et il représente, j'allais dire, oui, la raison au sein de l'Europe. Et donc, quand on analyse nos indices de confiance sur la Suisse, bien souvent, ils ressortent meilleurs par rapport aux autres indices. Donc, on reste plus exposé sur l'indice suisse, plus longtemps pour profiter des périodes de hausse, parce que les périodes de forte volatilité sont atténuées sur la Suisse. Et inversement, des pays comme l'Espagne, qui fait de gros efforts pour s'améliorer, pour être au sein de l'Europe le bon élève, suivant l'analyse qu'on fait de la situation en disant ça va être positif pour l'Espagne ou au contraire ça va être négatif pour l'Espagne, on a une volatilité qui est beaucoup plus forte. Donc je dirais que quelquefois les indices de confiance du sud de l'Europe nous donnent des signes avancés de ce que pourra être la situation sur la France et l'Allemagne quelques semaines ou quelques jours après. Un peu comme le canari dans la mine qui est annonciateur de quelque chose qui va mal se passer. Voilà. Et l'indice du Pays-Bas, on parle souvent de cet indice qui performe plutôt bien, qui a beaucoup de valeurs liées à l'assurance. C'est un indice sur lequel vous êtes également positionné, que vous suivez ? Ce sont effectivement des indices qu'on suit. Qui nous intéresse bigrement justement parce qu'on mesure aussi les indicateurs de confiance pour des investissements sur ces zones-là. Et je dirais que les indices des pays du Nord forment à eux tout seuls une espèce de famille avec une homogénéité qui est différenciée effectivement par exemple avec l'assurance ou des secteurs comme cela, mais on retrouve une homogénéité de comportement des indices des pays du Nord et de manière symétrique sur les pays du Sud, on a le même genre de phénomène. Donc on pourrait publier une note, j'allais dire, mensuelle sur l'analyse comportementale des indices européens entre eux, par grande famille, et on verrait s'il y a un mauvais élève d'une des sous-zones qui rejoint telle autre zone, et quels sont les signes anticipateurs d'une situation qui risque de se propager au reste de l'Europe. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette analyse-là. Vous voyez aujourd'hui des signes annonciateurs d'un mouvement plus général ? Alors, c'est les signes des pays du Sud qui nous envoient des signaux qui sont un peu alarmants. Donc vous avez parlé de l'Espagne, mais il y a aussi d'autres pays ? Il y a d'autres pays, c'est-à-dire que, mais on le voit même sur le plan politique. Vous prenez la Grèce qui avance ses élections, l'Espagne et le Portugal qui vont avoir des élections en 2015. Tous ces pays ont entre 100 et 100% de dette par rapport au PIB. Donc on est sur des pays qui sont fragiles, quoi. Politiquement. Et ils sont structurellement fragiles, ils ont des
des efforts économiquement à faire, et politiquement, ils rentrent en zone instable. Ça se traduit dans l'indicateur de confiance, et ça peut être annonciateur d'un déséquilibre qui se propage. Mais inversement, les pays du Nord, on voit plutôt, même si l'Allemagne, il y a eu quelques... Quand on calcule nos indicateurs de confiance, les pays du Nord envoient plutôt un signal qui est positif. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé début 2014 de ce sentiment anti-européen qui se propageait un peu dans tous les pays. Au final, on voit quand même qu'on a vu beaucoup d'eurosceptiques finalement ne pas prendre ne pas être en majorité et un sentiment pro-européen s'est propagé. Ça c'est aujourd'hui. Moi je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, on parlait des pays du Sud, qu'est-ce qui va sortir des élections Grèce, Espagne, Portugal. Vous avez raison, l'euroscepticisme, il est sous-jacent. Je pense que ça fait partie des facteurs de risque et il faudra s'en alarmer quand ils seront, j'allais dire, un peu plus intégrés dans notre réflexion. Je crois qu'aujourd'hui on peut les évoquer, mais il ne faut pas les intégrer. On est dans un environnement qui reste stable. Mais on verra les résultats de ces élections, on verra comment se développe l'euroscepticisme, je dirais même anglais vis-à-vis de... Il y a d'autres vecteurs, même hors continent, et on verra pour l'intégrer, mais laissons un peu de temps avant de l'intégrer complètement, gardons un certain positivisme, quoi. Alors, pour 2015, quels sont selon vous les facteurs qui vont dominer, on va jouer un petit peu au jeu des perspectives, les facteurs qui vont dominer l'économie, l'activité économique? Alors, le facteur taux dont on parlait tout à l'heure est très important. C'est-à-dire que le fait de laisser des taux bas fait qu'aller chercher de la performance sur les marchés actions, c'est quasiment un impératif. Entre guillemets, ça sert à quoi d'aller chercher du risque sans rendement alors que sur le marché action, il y a du risque avec rendement. On a au moins du risque avec du rendement et peut-être que le risque il est tellement surévalué que le risque est peut-être moindre sur les marchés actions alors que le rendement est beaucoup plus important, ça c'est factuel. Donc là il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, un facteur qui à mon sens devrait se maintenir pendant une période importante, suivant Madame Hélène, on sera patient avant de remonter les taux et ça c'est positif pour le marché action. Donc les taux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voyez? L'autre facteur c'est le maintien de l'inflation au niveau où il est aujourd'hui, voire un peu plus important. C'est-à-dire si on arrive à faire que l'inflation ne baisse pas plus et qu'elle remonte, à ce moment-là on sera sur la bonne pente. Ça voudra dire implicitement que la croissance est là et qu'on se met dans une trajectoire qui est positive. Et là on peut se préparer à un vrai beau rallye qui devrait être conséquent. Entre les deux, moi je vois une année qui est relativement positive parce que d'un côté j'ai une conviction forte, c'est que les taux ne vont pas remonter et de l'autre côté c'est que je pense que l'inflation on arrivera à la maintenir et que la croissance on va tout faire pour les entreprises ont délivré des résultats et ça va... Alors on a déjà amélioré le résultat des entreprises mais je pense qu'au niveau européen on va tout faire aussi pour aider à ce que l'inflation ne baisse pas et qu'on relance un plan d'investissement qui est une croissance coordonnée. Et si facteur important aussi, il faut que les pays européens ne tirent pas à hu et à dire, que chacun se mette autour de la table pour avoir une politique commune au niveau européen d'aide à la croissance.
Et au premier niveau, le prix du pétrole aujourd'hui est un facteur qui est positif. Encore une fois, si on exclut les dégâts collatéraux, si on reste trop longtemps sur des niveaux trop bas. Mais aujourd'hui, c'est sain, c'est une bonne surprise. Donc les taux, l'inflation, ce sont les principaux, éléments à suivre qui vont marquer l'année 2015. Et là, la croissance pourra se développer. En tout cas, une année positive sur les marchés actions. C'est vrai qu'on devrait rester en tout cas sur les marchés actions, même s'il y aura évidemment beaucoup d'à-coups et beaucoup de prudence. Donc, ça, je prévois des à-coups sur une période de 1 ou à 2 mois. Il faudra s'y préparer. Merci beaucoup Médéric de Vasselot, président de Prime Finance. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve demain dès 9h20 donc pour une nouvelle émission et place maintenant à Direct Investisseur. Très bonne journée.